Propaganda de la propagande d'Edouard Bernays ou Comment manipuler l'opinion publique en démocratie. 8. La propagande au service de l'éducation. Suite. La situation des facultés ou des universités financées sur des fonds privés n'est pas moins compliquée. Leurs dotations, la plupart du temps, sont laissées à la discrétion d'industriels éminents qui poursuivent des objectifs sociaux et économiques concret, strictement défini, et par conséquent difficilement conciliable avec la quête du savoir abstrait. L'homme d'affaires, au sommet de sa réussite, reproche aux grandes universités d'être trop académiques, pas de pécher par esprit pratique. De là à imaginer que les grands industriels rêvent de voir leurs universités se spécialiser dans les sciences appliquées, les techniques de vente ou la rentabilité économique, il n'y a qu'un pas. On ne peut pas exclure que les exigences formulées à l'égard de ces institutions par leurs donateurs potentiels s'avèrent pour finir incompatibles avec les valeurs de l'érudition et de la culture générale. D'où la situation paradoxale dans laquelle se retrouve plus d'un institut universitaire obligé de faire de la propagande pour le savoir auprès de gens incapables d'apprécier les objectifs qu'on leur demande de financer. Des hommes, les pédagogues, qui connaissent, sinon l'échec, à tout le moins une réussite très relative au vu des critères en vigueur dans notre monde américain, cherchent à convaincre les vivants symboles de la réussite, les industriels, de payer pour des idéaux auxquels ces derniers ne croient pas. Des gens que leur sentiment d'infériorité entretient dans le mépris de l'argent essaient de s'allier les bonnes grâces des puissants qui vouent un culte à l'argent. Tout laisse à penser que l'avenir des universités privées dépend avant tout d'un retour à l'équilibre de ces deux pôles, grâce à quoi chacun, les universitaires comme les donateurs, obtiendra la considération qui lui est due. L'université doit conquérir l'opinion à sa cause. Si d'aventure elle se heurte à l'indifférence de ses donateurs, elle pourra alors se réclamer de l'approbation sans réserve du grand public. Et si les donateurs prétendent exercer une influence sur sa politique éducative, c'est à nouveau sur l'opinion qu'elle s'appuiera pour continuer de remplir sa mission. Que l'un des deux groupes ébarre sur l'autre, et il y a tout lieu de craindre que, pour lui complaire, l'institution cède à la démagogie ou au snobisme. Le problème admet toutefois une autre solution. Sachant que des actions de propagande éducative peuvent amener la population de ce pays à mieux prendre conscience des enjeux sociaux, il ne devrait pas être impossible d'éveiller chez les hommes d'affaires considérés en tant que classe une conscience sociale qui ferait éclore en plus grand nombre des philanthropes aussi généreux que Julius Rosenwald, Everett Massey, John Rockefeller ou le regretté Willard Straight. Plusieurs instituts d'enseignement supérieur ont d'ores et déjà adopté une propagande intelligente pour nouer avec le grand public une relation sérieuse et solide. La volonté de rester en contact avec la collectivité les a amenés à créer en leur sein des bureaux d'information. Ces services, qui répondent à une stratégie précise, sont regroupés dans une association collégiale dont les membres se réunissent une fois par an pour examiner leurs problèmes. Il peut s'agir du niveau de culture générale des anciens élèves et de son effet sur le grand public, ou sur des catégories particulières de la population. Des conseils à donner aux futurs étudiants pour les guider dans leur choix d'une université, de l'esprit de corps à maintenir pour que les exploits sportifs de l'établissement ne priment pas sur le reste, de la publicité à donner aux travaux de recherche effectués au sein de l'université afin d'attirer ceux qui seraient en mesure d'y contribuer, des moyens à utiliser pour mieux faire connaître les buts et le travail de l'institution et attirer ainsi des donations exceptionnelles accordées en vue d'objectifs précis. Au nombre de 75 environ,
Ces nouveaux services sont aujourd'hui fédérés par l'Association américaine des bureaux d'information universitaires, y compris ceux récemment créés à Yale, à Wellesley, auprès des universités de l'Illinois, de l'Indiana, du Wisconsin, de la Californie, à la Western Reserve Academy et à la Tufts University. Un bulletin bimensuel tient les membres au courant de ce qui se passe dans les différents établissements du supérieur. L'association s'est donnée pour mission de défendre les règles éthiques de la profession et elle met tout en œuvre pour travailler en bonne intelligence avec la presse. L'Association nationale de l'enseignement et les autres organisations similaires utilisent elles aussi les outils de la propagande pour promouvoir les grandes missions du secteur éducatif. Ce faisant, elles cherchent bien évidemment à revaloriser le métier d'enseignant et à améliorer la situation matérielle de ceux qui l'exercent. De temps à autre, un scandale comme l'affaire McAndrew vient rappeler au public que les professeurs de certains établissements scolaires sont loin de jouir d'une totale liberté d'enseignement, que dans certaines municipalités, ils sont plus choisis sur la base de considérations politiques ou confessionnelles que sur leur qualité et qualifications professionnelles. Si l'on utilisait la propagande pour donner à ces graves questions un retentissement national, il ne ferait guère de doute qu'elle trouverait rapidement un début de solution. Les problèmes qui se posent concrètement aux universités sont autrement plus variés et déconcertants qu'on ne l'imagine. La faculté de pharmacie de telle université tire la sonnette d'alarme parce que l'officine pharmaceutique rattachée à l'institution a élargi son champ d'activité et sert aussi de buvette, de cantine, de librairie, de caverne d'Ali Baba, où les articles de papeterie côtoient les pièces détachées de postes de radio. Tout en comprenant l'utilité économique que présente l'épicerie quincaillerie buvette pour le pharmacien en titre, la faculté considère qu'elle porte atteinte à l'art antique et honorable des préparations pharmaceutiques. L'université Cornell vient de découvrir que ses donations se raréfiaient. Pourquoi ? Parce que dans l'esprit des gens, Cornell est une institution d'État financée sur les fonds publics. Beaucoup de nos grandes universités estiment à juste titre que les résultats des recherches effectuées en leur sein ne devraient pas être présentés uniquement aux bibliothèques et aux revues scientifiques, mais aussi chaque fois que c'est envisageable et opportun au grand public sous une forme qui lui soit accessible. Harvard n'est pas la seule à s'être engagée dans cette voie. Il y a peu, écrit Charles Merrill dans Personality, un professeur de Harvard a fait les gros titres de la presse. Pendant quelques jours, on ne put pas ouvrir un journal sans tomber sur son nom accolé à ses exploits. Parti au Yucatan, pour des raisons purement scientifiques, à son retour, ce professeur a levé le mystère du calendrier vénusien des Mayas. Il a découvert la clé de l'énigme, le procédé inventé par ce peuple antique pour garder trace du temps fugitif. En comparant les événements célestes consignés par les Mayas avec des faits astronomiques connus, il a mis au jour une corrélation parfaite entre la mesure du temps de ces Indiens d'Amérique centrale et les positions effectivement occupées par la planète Vénus au VIe siècle avant Jésus-Christ. Du même coup, il a démontré qu'une civilisation florissante il y a 2500 ans avait atteint des sommets jusqu'alors insoupçonnés. Un coup d'œil rétrospectif sur les raisons qui ont conduit la presse populaire à relater la découverte du professeur est tout aussi révélateur. Livré à lui-même, l'éminent savant n'aurait sans doute jamais été publié, sauf peut-être dans une revue spécialisée, et ses observations n'auraient pas été plus accessibles à monsieur ou madame tout le monde que s'il les avait retranscrites en hiéroglyphes mayas.
Ce message d'une lointaine antiquité fut en réalité divulgué à l'initiative d'un jeune homme, M. James Seymour. Certains, poursuit Charles Merrill, seront peut-être étonnés et choqués d'apprendre qu'un haut lieu du savoir, le plus vieux en l'occurrence et le plus prestigieux du pays, a décidé d'emboîter le pas aux compagnies de chemin de fer, aux associations professionnelles, aux producteurs de cinéma, aux partis politiques et qu'il recrute désormais des agents de publicité. Telle est pourtant la réalité. Avec la bénédiction de leur conseil d'administration et du corps enseignant, la grande majorité des facultés et universités américaines se sont dotées d'un service de publicité avec directeurs appointés et brochettes d'assistants, dans le but avoué de nouer des rapports cordiaux avec la presse et par journaux interposés avec le grand public. Voilà un procédé qui rompt catégoriquement avec la tradition. Cette innovation toute récente au regard de l'ancienneté des sièges du savoir viole un article fondamental du credo des vieilles sociétés savantes. La réclusion dans la tour d'ivoire était la première des règles imposées aux érudits d'antan. L'université veillait jalousement à tenir le monde à distance.